pour cette première série de questions. Merci Madame la Présidente. J'ai dit tout à l'heure que de mon point de vue, et sous réserve d'examen, la mise en œuvre de la QPC depuis mars 2010 est plutôt un succès. C'est une garantie supplémentaire donnée à nos citoyens de voir mieux protéger leurs droits et libertés fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Constitution. La question est de savoir si ce mécanisme fonctionne, s'il faut le modifier, et en particulier, ce qu'il faut penser du dispositif de filtrage. Dans ma perception actuelle, je considère que ce dispositif fonctionne plutôt bien. Alors peut-être qu'en toute première instance, il y a des choses à resserrer. Le juge, à ce niveau-là, doit vérifier que la question est sérieuse. C'est ensuite le Conseil d'État ou la Cour de cassation, selon l'ordre de juridiction, qui regarde si le texte attaqué est bien en relation avec le contentieux, si d'autre part ce texte n'a pas déjà fait l'objet d'une validation par le Conseil constitutionnel, et enfin si la question est sérieuse. Je sais que les deux cours suprêmes, si je peux utiliser ce mot, dans l'ordre judiciaire et administratif, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont un peu traîné des pieds au départ quand cette réforme a été mise en œuvre, mais les choses se sont maintenant tout à fait régularisées. Vous l'avez dit, je crois que c'est le Conseil d'État qui a examiné dans le dernier exercice 250 demandes de QPC et qui n'en a transmis qu'une cinquantaine au Conseil constitutionnel, donc en effectuant le travail de filtrage nécessaire. Donc je pense que de ce point de vue, même s'il y a des améliorations à apporter, les choses fonctionnent, et confier au Conseil constitutionnel lui-même le filtrage de ces demandes, à mon avis, serait tout à fait contre-productif compte tenu de ce qu'est le Conseil constitutionnel. 9 membres, je le rappelle. Le président Fabius a annoncé que pour le 10e anniversaire de la mise en œuvre de la QPC, donc en 2020, on allait engager un travail de réflexion sur la façon dont ça fonctionne et les améliorations éventuelles à apporter. Donc je vous renvoie peut-être à cette réflexion qui aura lieu dans les mois qui viennent. Madame Untermaier m'a demandé quel était mon avis sur l'extension de l'obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêt aux membres du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas exactement en tête les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel avait refusé de s'y plier. Vous disiez que c'était un cavalier législatif, donc c'est plus une raison de forme que de fond. Je ne vois pas au nom de quoi les membres du Conseil constitutionnel s'exonéreraient d'une règle qui concourt à la transparence de la vie politique. Et Dieu sait si aujourd'hui l'exigence de nos concitoyens dans ce domaine est forte. Je dirais simplement appeler l'attention des membres du Parlement sur le fait que la course à l'échalote en matière de transparence n'a jamais de limite. Plus on en fait, plus il faut en faire. Donc ce qui a été fait est bien, il faut l'appliquer. Je vous signale qu'en tant que maire, je serai de toute façon, même si en tant que membre du Conseil constitutionnel, je ne serai pas tenu à cette déclaration, en tant que maire quittant son mandat, je ferai ma déclaration de patrimoine et de prise d'intérêt, ou d'intérêt, pas de prise d'intérêt j'espère, dans les jours qui viennent. Monsieur Larrivé a posé une question tout à fait essentielle sur la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire, et ce n'était pas l'objet de sa question d'ailleurs, que sortir de cette convention serait un acte qu'une formation politique aujourd'hui, enfin en tout cas celle avec qui j'ai des relations ou des affinités plus fortes, n'assumerait. En revanche, vous avez raison de dire que notre Conseil constitutionnel ne doit pas devenir une sorte de chambre d'enregistrement. C'est compliqué parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les délais de jugement du Conseil constitutionnel ont des effets structurants. Faire une question préjudicielle en déclaration de conformité dans un délai d'1 mois, c'est évidemment inopérant, car la Cour européenne ne se prononcera pas en 1 mois. Et de même en cas de QPC. Donc je crois qu'il faut trouver d'autres modalités. On me dit que le Conseil constitutionnel suit très attentivement la jurisprudence de la Cour pour essayer d'anticiper ou de s'y adapter, mais il y a là une question effectivement qui méritera d'être approfondie. Monsieur Pouillard m'a demandé si l'esprit de Montesquieu devait régner au Conseil constitutionnel. Évidemment, oui. J'ai commis un jour un petit livre sur Montesquieu le moderne. C'est une des références du Conseil constitutionnel. Séparation des pouvoirs, je ne m'étends pas davantage là-dessus. Montesquieu a fait aussi un éloge très approfondi, auquel je tiens beaucoup, de l'esprit de modération. En
en expliquant que la modération, c'était pas la lâcheté ou la facilité. Qu'au contraire, on le voit par les temps qui courent, l'expression de points de vue extrêmes, violents, c'est une facilité à laquelle, hélas, on se livre de plus en plus, et pas simplement sur les réseaux sociaux. Donc la recherche d'un point d'équilibre, d'une position raisonnable, de l'esprit de modération, à mon avis, est une des marques de fabrique de notre République et sans doute du Conseil constitutionnel, peut-être de la ville de Bordeaux, sauf en ce moment, le samedi après-midi, et ça me navre beaucoup. Monsieur Wargman évoquait 1995, je ne veux pas refaire l'histoire, ça me permet quand même simplement de dire deux choses. D'abord, en 1995, il y avait 1 million de personnes dans la rue, mais les manifestations étaient encadrées par Force ouvrière et la CGT, ce qui, je vais peut-être vous surprendre, m'a considérablement facilité les choses. Parce que j'avais des interlocuteurs, et quand on s'est mis autour de la table pour trouver un accord, on a trouvé un accord. Et deuxième petite remarque sur 1995, pardon d'allonger les débats, c'est que toutes les réformes n'ont pas été abandonnées. Et qu'en particulier la réforme de l'assurance maladie a été menée à bien. C'est ce que j'appelle souvent les ordonnances Jacques Barrot, le regretté Jacques Barrot, qui les a menées à bien au printemps 1996. Pour le reste, vous imaginez mal, je pense, qu'un candidat, quelqu'un qui est en cours de nomination au Conseil constitutionnel puisse porter sur les institutions de la Ve République un point de vue négatif. Si je suis nommé, je serai là pour les défendre, pour les appliquer en tout cas, et elles me paraissent effectivement aujourd'hui bien résister aux turbulences que nous connaissons. Sur le proportionnel, j'avais envie de ne pas donner mon sentiment personnel. Je voudrais simplement vous inviter à réfléchir à un point. On dit toujours que la proportionnelle est plus démocratique que le scrutin majoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avant l'élection législative, appelons-la comme ça? Eh bien, le SPD et la CDU-CSU avaient pris l'engagement chacun de ne plus gouverner ensemble. 6 mois après, ils étaient ensemble. Et en Italie, on ne peut pas dire que la campagne électorale ait marqué un accord profond entre 5 étoiles et la Ligue du Nord. Après les élections, ils se retrouvaient ensemble. Vous voyez que ça n'est pas la solution non plus miraculeuse. Enfin, sur le fonctionnement du Parlement, je vous ai dit ce que je pensais du droit d'amendement et de la nécessité, effectivement, mais qui appartient essentiellement au Parlement, pas au Conseil constitutionnel, de veiller davantage à la production législative et à sa qualité. Je vous remercie pour une deuxième série de questions.